synagogues et des hommes. Une série réalisée par Catherine Garçon. En collaboration avec la Fondation Doron. Aujourd'hui, la Alte Neue Schule de la ville de Prague. Voilà, nous allons retourner vers des endroits plus connus et quitter des terres exotiques pour revenir en Europe, et en Europe de l'Est plus exactement, et retrouver la très célèbre synagogue de Prague, l'une des très célèbres synagogues de Prague, l'Alte Neue Schule, celle dont on parle tout le temps, bien qu'il en existe d'autres que je mentionne au passage, comme la synagogue d'Ipinkas, qui est une très jolie synagogue, petite, mais vraiment qui vaut le détour. Alors, nous allons nous concentrer aujourd'hui sur l'Alte Neue Schule et, comme d'habitude, raconter son histoire et puis voir quels ont été les hommes qui ont marqué de leur empreinte cette Alte Neue Schule de Prague. Alors, il existe énormément de légendes sur cette Alte Neue Schule. La première légende, peut-être la plus connue, est celle qui raconte que des immigrants, au moment de la destruction du temple de Jérusalem, donc vraiment tout au début de l'ère commune, en l'année 70, sont donc partis fuyant les Romains de Jérusalem, et ils sont venus et ils ont emmené avec eux des pierres du temple, et que ce serait ces pierres du temple qui auraient servi pour les fondements de cette synagogue. Et comme ils avaient conscience, comme tout juif doit avoir conscience, que notre présence dans l'exil est une présence temporaire, puisqu'un jour reviendra le Messie Mashiach pour nous ramener en Israël, ces constructeurs, selon la légende, ont dit que cette synagogue, avec ces pierres qui venaient du temple de Jérusalem, servirait cette communauté à condition que le Messie ne vienne pas et qu'ils ne soient donc pas forcés d'abandonner leurs quartiers généraux pour retourner en Terre Sainte. Et c'est pour ça que cette synagogue s'appellerait Alte Neue Schule, c'est-à-dire Altnai. Qu'est-ce que cela veut dire en hébreu? Altnai, ça veut dire à condition. Et donc, Alte Neue Schule serait cette synagogue bâtie à condition, Altnai, que les Juifs n'aient pas à la quitter pour retourner en Terre Sainte. Sans en passer par la légende, il y a certains historiens qui disent qu'il faut quand même garder cette explication de Alte Neue Schule, c'est-à-dire qu'elle soit bâtie Altnai, que ça aurait été une pratique courante, et que les synagogues auraient toujours été bâties Altnai, que on n'ait pas besoin de les abandonner pour repartir en Terre Sainte. Parce que, pourquoi cette légende est importante et pourquoi tout de suite on va rentrer dans cette synagogue, cette termination de la synagogue? Parce que on a pu se poser beaucoup de questions sur pourquoi appeler une synagogue Alte Neue Schule, Alt qui veut dire vieille, vieux, Neue qui veut dire nouvelle, et donc il semblerait que dans la dénomination même de cette Alte Neue Schule de Prague, il y ait une telle contradiction qu'il a fallu beaucoup chercher une explication sur ce nom. Il y a une autre explication qui est, dirons-nous, beaucoup moins, poétique, mais qui pourrait tout aussi bien expliquer cette dénomination, et que il y avait dans ce quartier une schule qui s'appelait Alte Schule, la vieille schule, et il y avait une autre schule qui s'appelait Neue Schule, et que donc il a fallu trouver un moyen terme entre ce Alte Schule, cette vieille schule, et cette Neue Schule, cette nouvelle schule. Et pour montrer que c'était, dirons-nous, un moyen terme, on l'a appelée Alte Neue Schule, vieille et nouvelle, pour la situer un petit peu dans le temps. Ça serait une des autres explications. Quelle que soit l'explication que l'on retient, historiquement, cette synagogue sera apparemment créée, la première fois qu'on l'aurait érigée, parce qu'elle va connaître de nombreuses vicissitudes dues à des incendies, dues à des expulsions, dues à des débordements de la rivière avoisinante. Donc, apparemment, elle aurait été construite au XIe siècle et restaurée
au XIIe siècle par quelqu'un qui s'appelait Shmuel Mizrahi. On ne sait pas tout à fait la date, il y a deux dates qu'on avance, qui sont 1142 ou 1171. Et puis, on dit aussi que elle aurait été reconstruite, ce qu'on verra tout à l'heure à travers les époques. Ce qu'il faut savoir néanmoins, c'est que il n'y aurait plus eu de rénovation pendant une longue période. Pourquoi ? Parce que les rabbins locaux auraient interdit toute réfection. Alors on peut se demander, c'est bizarre puisqu'il y a comme ça une habitude d'améliorer les synagogues, de les embellir. Il n'y a jamais eu dirons-nous, de restrictions à l'embellissement des synagogues. Alors pourquoi cette Alte Neue Schule n'aurait pas suivi les règles communes ? C'est parce que, dit-on, en 1389, quand il y a eu ce qu'il faut bien appeler un pogrom, c'est-à-dire que les non-juifs de Prague ont commencé à tuer un nombre important de juifs, ils en ont massacré certains dans la synagogue, et il resterait des traces de sang qu'on ne voit pas, mais que les gens n'osaient effectivement pas toucher, les endroits où il semblerait qu'il y avait des traces de sang. Donc il serait resté des traces du martyr sur les murs, et pour préserver ce témoignage et pour préserver le sang versé par ces martyrs, les rabbins auraient interdit toute réfection de cette Alte Neue Schule. Alors, malgré tout, il y a eu, à travers le temps, quelques petites réflexions, mais vraiment tout à fait, je veux dire, légères. Et quand on rentre dans cette Alte Neue Schule, on se retrouve un petit peu dans l'ambiance que pouvait avoir une Schule, une synagogue, donc, dans cette période du Moyen-Âge, et c'est intéressant parce que Prague était dans cette période et du Moyen-Âge et ensuite de ce que nous on appelle la Renaissance, et par la suite aussi, mais puisque c'est la période sur laquelle nous allons plutôt nous centrer, un centre important de judaïsme. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le physique de cette synagogue? Que cette synagogue, finalement, ne paye pas tellement de mine, c'est-à-dire qu'elle est très connue à travers le monde, tout le monde parle de la Alte Neue Schule, mais c'est une Schule qui est effectivement relativement grande, mais qui est assez sombre, qui a donc l'aspect un petit peu de cette période du Moyen-Âge, puisqu'on retrouve des ogives, on retrouve ce qui pourrait être pris sur les architectures environnantes, on retrouve aussi, et ça c'est important de le dire, un style qui était connu déjà dans d'autres synagogues précédentes, comme celle de Worms en Allemagne. Or, on sait qu'il y a eu un grand déplacement de cette population de juifs allemands vers Prague, qui ont probablement emmené avec eux l'image des synagogues telles qu'on les construisait dans ce pays. Donc, on peut voir comme ça, c'est une pièce avec, comme une espèce de nef. Il y a pas prévu directement un endroit pour les femmes, mais il y a une pièce à côté qui sert pour les femmes. Et ce qu'il faut voir, il faut surtout s'inspirer de l'ambiance qu'il règne dans cette Alte Neue Schule, quelque chose de très dépouillé. Pensez à l'histoire, on va y venir plus tard, de tout ce qui a pu se dérouler autour de cette Alte Neue Schule, et dire que peut-être une des choses qui sont les plus touristiques, c'est une décoration intérieure qui est un drapeau qui est fait avec du filigrane d'or, et qui a un drapeau à 6 pointes et qui représente un chapeau suédois. Et pourquoi est-ce que ce drapeau en métal a été mis dans cette Alte Neue Schule? Parce que au moment de la guerre de 30 ans, les Juifs ont aidé le roi de Bohême à se débarrasser, à lutter contre les Suédois. Et en remerciement, le roi de Bohême leur a offert donc ce drapeau qu'ils ont mis dans leur synagogue. Alors, cette synagogue, on voit un petit peu qu'elle est intéressante à voir d'un point de vue architectural. Ce qui est beaucoup plus frappant probablement, ce sont les gens qui sont passés par cette synagogue et qui ont marqué de leur présence son histoire.
Alors bien entendu, cette synagogue va être marquée par de nombreuses personnes, de nombreuses personnalités, des rabbinim de premier plan qu'on le mentionnera peut-être au cours de l'émission, mais la figure centrale, celle qui va définitivement marquer de son empreinte la Alte Neue Schule de Prague, c'est le fameux Maharal de Prague, c'est-à-dire Rabbi Yehuda Lev, qui va cristalliser sur lui beaucoup de choses. D'une part, la splendeur de la communauté de Prague, c'est-à-dire avec toute son importance d'un point de vue halachique, de toute son importance d'un point de vue rabbinique, et qui de l'autre côté va cristalliser aussi sur lui tout un tas de légendes, dont certainement les plus connues, et ça on reviendra dans l'émission suivante, sont celles du golem de Prague que le fameux rabbi de Leuve, c'est-à-dire le Maharal de Prague, aurait lui-même créé. Alors d'abord, avant de passer aux légendes du golem qui sont directement enchevêtrées dans ces pierres de la Alte Neue Schule, on va voir à qui l'on a affaire et qui est le Maharal de Prague. Plus très traditionnellement, on raconte que le Maharal de Prague a eu une naissance un peu extraordinaire. Pour l'histoire simple, il est né en 1526, probablement à Posen, en Pologne. Alors, la légende veut, parce que dès sa naissance, plus tard, vu l'importance qu'il va prendre, il va être entouré de légendes, et dont une légende veut bien entendu marquer le début de sa vie comme une légende marquera sa mort. On raconte que il est né à juste RF Pessah et qu'il y avait à ce moment-là un chrétien qui avait décidé de faire endosser, comme c'était de coutume aux Juifs, l'accusation de crime rituel, et donc qu'il venait pour avec le corps de cet enfant pour le mettre dans un endroit compromettant dans le ghetto pour ensuite aller dénoncer les Juifs. Et qu'est-ce qu'il est arrivé? Personne ne faisait attention à lui parce que tout le monde était assis en train de célébrer le Seder. Et cette première nuit de Pessah, la femme du futur père donc du Maharal de Prague a eu tout d'un coup des contractions et son accouchement a commencé. Alors il y a eu une grande excitation dans la maison et le mari est parti en courant pour aller chercher une sage-femme. Et quand le non-juif qui portait le corps de l'enfant a vu tout d'un coup cette excitation, quelqu'un qui courait, il a été persuadé qu'en fait on courait après lui et il a commencé à se mettre aussi lui à courir dans une autre direction pour retourner de l'autre côté des portes du ghetto, c'est-à-dire en ville chrétienne. Et les gardes qui gardaient donc cette entrée ont vu un homme qui courait avec un sac et de l'autre côté ils ont vu des gens de la maison de Rav Betzalel qui eux couraient pour chercher la sage-femme, mais ils ne le savaient pas, et ils ont cru que cet homme était un voleur. Alors ils l'ont arrêté, et ils ont ouvert son sac, et qu'est-ce qu'ils ont découvert? Ils ont découvert le corps de l'enfant. L'homme a donc été forcé d'avouer ses mauvaises intentions, et c'est comme ça, effectivement, que la venue au monde du futur Maharal de Prague a sauvé sa communauté d'un grand malheur, et son père a alors prophétisé que ce fils qu'il allait avoir, qu'il allait nommer Yehuda, allait lui aussi, en son temps, plus tard et consciemment, sauver sa communauté de l'accusation de meurtre rituel, et ça on le verra plus tard avec le golem. Pour en arriver à des choses plus terre-à-terre, donc, quand il naît, le Maharal de Prague, il est le 4e fils d'une famille où déjà les 3 frères qui le précèdent seront et ont été à leur époque des Talmidei Chachamim, des savants et des érudits en Torah, et bien qu'il les surpassera tous et qu'il sera le plus important des 4, il est à noter donc qu'il naît dans un milieu tout à fait privilégié. Une vieille tradition raconte que ses frères sont partis étudier en Pologne alors que lui-même est resté chez lui à étudier à Worms pour étudier et pour s'occuper de son père qui était assez vieux. Et il a décidé
il a grandi, il a étudié et il a décidé donc de se marier. Quand il a décidé de se marier, sa femme, il a cherché une femme et sa femme venait d'une famille très aisée. Et se sont donc fiancés et malheureusement, son futur beau-père a perdu tout son argent et à ce moment-là a dit à son futur beau-fils qu'il comprenait bien si celui-ci désirait rompre ses fiançailles. Alors le Maharal a refusé et il a dit qu'il restait donc fiancé, mais qu'il retardait le mariage pour des raisons économiques, parce qu'il avait besoin un petit peu de regarder, dirons-nous, la situation, voir comment il pouvait faire face. Alors, sa future femme, a eu une idée. Elle a décidé d'ouvrir une boulangerie pour pouvoir subvenir non seulement à ses besoins, aux besoins de son père, mais plus tard à son futur mari. Et on raconte qu'un jour, puisqu'il y a toujours des légendes qui sont liées au Maharal, un soldat est venu et a demandé une miche de pain. Et il a pris une miche de pain. La future femme du Maharal a dit « mais il faut me payer ». Et le soldat a dit « j'ai rien mangé et j'ai pas d'argent pour vous payer ». Alors elle a protesté et le soldat lui a dit « bon dans ces cas-là, je vous laisse en gage quelque chose » et il lui a laissé un châle. Il lui a dit « si je reviens pas d'ici quelques jours pour vous payer, vous pourrez le garder ». Et quand elle a ouvert ce châle, la future femme du Maharal a vu qu'il était brodé en or pur. Et elle a écrit ce qui lui était arrivé au Maharal. En attendant, le soldat n'est pas venu rechercher son châle et le Maharal a vu probablement qu'il s'agissait là d'un bon signe, d'un bon siman comme on dit, et a décidé, suite à cet événement, de se marier avec celle qui est devenue sa femme pour toujours, Perle. Besiyem Elohe Chuleinu Ki mechakim anachnu lo Rai, 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 rai 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 Lo sai Tiyim loy Betziyoy Bikilvaroi Beyumeinu Liyoy Lambo Etishkoin Hai, 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 hai Hai, 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 hai Hai, hai, Besoich Yerushalayim Mircho Ties Gadol V'Siyis Kadosh Besoich Yerushalayim Mircho Le Maharal de Prague, qu'on appelle le Maharal de Prague, mais qui ne l'était pas encore, a servi dans de nombreuses communautés en Moravie. Et puis, il est venu à Prague. Il y a eu comme ça un petit balai entre Prague et Posen, c'est-à-dire de temps en temps, il était le Rav de Prague et de temps en temps, il retournait dans sa communauté de Posen pour finalement terminer sa vie à Prague, où il est resté quand même le plus longtemps. Alors, de là, qu'est-ce qu'il a fait, puisque nous nous occupons de Prague et de sa synagogue, le Altona Shul? Entre autres, dans cette ville de Prague, il a ouvert une yeshiva, il a eu de nombreux disciples, qu'il a eu d'ailleurs certains en commun avec quelqu'un dont on a parlé dans une émission précédente, qui est le Rama, comme David Gans, qui était un aussi des disciples du Rama et un des disciples du Maharal de Prague, David Gans, qui était un célèbre mathématicien. Il a eu un autre disciple célèbre, qui est devenu après aussi, qui a occupé une place de premier choix à Prague, qui était Rabbi Yom Tov Lipman. Et donc, il a donc développé cette communauté de Prague, et c'est là qu'il a écrit ses œuvres
les plus célèbres, entre autres le Gourarié. Qu'est-ce que c'est le Gourarié? C'est un commentaire, un super commentaire comme on dit, sur le commentaire de Rashi sur la Torah. Le Maharal de Prague avait des vues très particulières sur beaucoup de choses. Il avait des vues très particulières sur l'éducation. Il a écrit des traités d'éducation où il allait vraiment contre les chitotes, les manières d'enseigner la Torah à l'époque aux enfants, puisque lui pensait qu'il fallait respecter totalement ce qui avait été dit dans la Torah, c'est-à-dire à partir de 5 ans le Chumash, à partir de 10 ans la Mishnah et à partir de 15 ans la Gemara. Il faut voir aussi qu'il a été très pointilleux sur l'étude de la Mishnah et qu'il a créé à travers Prague des cours pour adultes très nombreux de Mishnah. Il a eu une énorme influence par la suite sur énormément de Rabbanim. Ça va du Baal Atania, c'est-à-dire du fondateur des Lubavitch, jusqu'à des Rabbanim plus récents comme Rav Eliyahu Dessler ou Rav Yitzhak Hutner, qui sont des gens, des grands de notre époque. Il a eu une énorme influence par son approche tout à fait spéciale sur les commentaires, sur la Torah, sur le Midrash. On n'est pas là pour faire l'histoire des Rabbanim, mais c'est quelqu'un qui a marqué très profondément le judaïsme, non seulement de sa ville, de Prague, mais le judaïsme mondial. Alors, il faut bien voir que c'est cette figure qui va jouer un rôle central dans toutes les légendes qui vont entourer non seulement la Altene Shul de Prague, et ça c'est ce qu'on va voir demain, mais aussi le Prague juif, c'est-à-dire tout ce qu'on a pu visiter, et on verra avant de regarder toutes ces histoires du golem demain, on verra comment la légende même de sa mort a donné naissance à la fameuse statue que l'on voit encore, que l'on peut encore aller admirer de nos jours à Prague.